Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pause où nous recevons aujourd'hui Pauline Marchetti. Nous la recevons donc avec Pauline Vermeil qui est directrice du développement de Marne-au-Bois SPL. Pauline, donc j'ai deux Paulines avec moi aujourd'hui, donc il va falloir pas me tromper pour les différentes questions. Tu es architecte au sein du studio Ferrier Marchetti et urbaniste. Tu es aussi chercheuse, en tout cas, tu travailles ou tu as fondé avec le studio Sensual City un studio de recherche appliquée. Tu es aussi enseignante aux Arts Déco, donc ça nous donne beaucoup de choses à discuter. Et ma première question pour lancer la discussion, ce serait quelle a été ta première impression? Tu nous disais en off que Fontenay, c'était un peu comme chez toi à force de venir. Quelle a été ta première impression en arrivant à Val-de-Fontenay? Alors, je ne sais pas quand c'était, mais quelle a été ta première sensation? On va parler beaucoup de sensations, peut-être aujourd'hui, mais voilà, qu'est-ce que tu as pensé, qu'est-ce que tu as ressenti en sortant du RER? J'adore cette question, parce que je me souviens très bien de ma première arrivée. Je me souviens du jour où je vous ai rencontré. Donc, je suis venue vous voir à la SPL. C'était un matin, il était tôt. C'était en hiver. Et c'est le genre de choses qui me marquent. C'est un peu comme les scénarios de cinéma où tu as besoin de décrire un peu le contexte avant d'expliquer la scène. Et je crois pas mal à ces choses-là. Et donc, je me souviens de ça. Je me souviens d'arriver, sortir de la gare, de voir cet arrêt de bus, cette foule en effervescence, prête à partir au boulot, ou voire même arriver parfois et repartir, et de longer l'infrastructure là pour aller vous voir dans vos anciens locaux le long de la voie. Et je me souviens de me dire, c'est ce genre de terrain urbain que j'ai envie de creuser. Alors tu vas me dire, ce genre, ça veut dire quoi? Je te dirais que ça a finalement ça me rappelle les premières expériences que j'ai pu avoir dans des métropoles qui ne sont pas des métropoles françaises. Il y a un truc de diversité, comment dirais-je, de mixité, de mélange des genres, un peu random, que moi qui me séduit énormément. Oui. Et donc je me suis dit, tiens, ça va être un terrain vachement intéressant à travailler. C'est marrant que tu aies réagi tout de suite en disant, mais c'est la question que j'aime bien, c'est qu'est-ce que j'ai ressenti. Moi, je me souviens, la première chose que j'ai vue ou connue de ton travail, c'était ce que vous aviez fait il y a quelques années maintenant, peut-être décennies, je ne sais plus, sur la Méditerranée, où il y avait ce bouquin avec tant de sensations de la Méditerranée, de Barcelone, de Marseille, de Gênes, etc., etc. Dans ton travail, à Fontenay ailleurs, il y a toujours cette dimension presque sensorielle d'approche des terrains, des territoires, Oui, alors en ce qui me concerne, oui. Ça, c'est vraiment mon outil. J'en ai beaucoup discuté avec mon associé qui est Jacques Ferrier, donc qui est quand même très érudit, qui est un jeune étudiant-chercheur, puisqu'il fait une thèse en architecture. Tu peux rigoler. Non, mais c'est noté. Hein. Mais c'est vrai. Et donc c'est extrêmement agréable de travailler avec lui parce qu'il connaît énormément de références, il connaît plein de choses. Donc en étant associé avec quelqu'un comme ça et puis en partageant pas mal de moments de nos vies depuis 15 ans, il y a eu des moments où je me suis dit c'est fou, je devrais savoir plus de choses. Pour faire ce que je fais avec la tension et la responsabilité que j'ai, je devrais savoir plus de choses. Or bon, il se trouve que je sais ce que je sais et pas plus. Par contre, le fait que j'avais toujours reposé mes premiers dessins, mes premières réflexions sur sur le subjectif, sur les émotions, sur les sensations, sur ce que je pouvais voir et ressentir et projeter, voir de ce que les autres pouvaient voir et ressentir des espaces que je traversais ou des contextes que je pouvais analyser, ça m'a quand même, dans l'ensemble, depuis maintenant les presque 20 ans de carrière que j'ai derrière moi, ça a toujours été un bon, comment dire, un bon moyen d'avancer. Donc
Donc aujourd'hui, je l'assume beaucoup plus que je l'assumais il y a quelques années, où c'était quelque chose de plus sourd, enfin j'en parlais moins. Maintenant, je l'assume complètement. Et dans mon enseignement, tu me disais que j'enseignais tout à l'heure, dans mon enseignement, c'est quelque chose que je revendique particulièrement, parce que je pense que s'il y a une universalité, c'est les émotions et les sensations, et c'est quelque chose qui est quand même un bon outil pour appréhender, en tout cas, un sujet, un terrain, un contexte. Tu dis que tu l'assumais pas totalement. Moi, d'ailleurs, c'était une des questions que je voulais te poser. Pourquoi le studio de recherche, labo de recherche s'appelle Sensual City, ce qui n'aime pas totalement. Et puis, il existe maintenant depuis 2010. Donc, tu assumais déjà bien en 2010 cette notion. Et puis, alors, de mémoire, mais là, je peux me tromper, tu me corrigeras. De mémoire, le pavillon à Shanghai, il s'appelait le pavillon de la ville sensuelle. Ouais. Donc, c'était déjà cette recherche sur le sens qui était... Mais c'était un contexte particulier, Shanghai. Parce que Shanghai, c'était une exposition universelle. C'était donc le pavillon français à l'exposition universelle. Et... ce qui m'a passionnée dans ce travail, c'est moins le fait d'imaginer un pavillon français dans une exposition universelle que de me dire que les visiteurs de ce pavillon, pour 99% d'entre eux, ne mettraient jamais les pieds en France. Qu'il y avait cette idée vraiment d'avoir un public que je ne connaissais pas. Quand j'ai commencé à travailler sur Shanghai, je n'avais jamais mis mes pieds en Chine, je ne savais pas ce que c'était que la très grande métropole chinoise. Donc il y avait cet inconnu, et c'est quand même assez vertigineux. Quand on est un peu sérieux, on ne s'attaque pas comme ça, la fleur au fusil, à un contexte, à un sujet. Et donc la ville sensuelle, elle est née de ça, en fait. Elle est née de cette idée de se dire, en fait, les sens sont un des outils pour répondre aux besoins primaires qui sont aujourd'hui de se protéger des éléments, d'habiter la Terre. Et donc, c'est parti comme ça. Et pour nous, quand on travaillait à Shanghai, la ville sensuelle, c'était Shanghai. C'était la ville où, quand tu débarques de l'avion, ça sent la poussière. C'est des odeurs très particulières. C'est un contexte très particulier. Il y a c'est très différent. Et c'est très sensuel par ailleurs. La ville sensuelle, c'était pas Paris pour nous. Parce que les gens ont eu beaucoup de mal à comprendre, d'ailleurs. On n'a pas dû être assez clair à cette époque. Le Parisien que je suis est choqué de cette remarque. Comment ça, la ville sensuelle, c'était pas Paris? Eh bien non, dans le travail qu'on menait, non, c'était pas ça. Et c'était vraiment d'essayer d'expliquer qu'en fait, on pouvait... Alors après, on avait en perspective, effectivement, ces visiteurs qui étaient là. On pouvait ressentir, expérimenter ses sens, être dans un plaisir de l'expérience, dans des milieux extrêmement urbains. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui dans cette espèce de parallèle ou de confrontation qu'on fait entre ville et campagne, nature et artificielle et naturelle, enfin toutes ces questions-là qui animent énormément ma pratique aujourd'hui et beaucoup de mes élèves aussi, par ailleurs. Nous, c'était cet enjeu de dire mais en fait, essayons de se concentrer sur le contexte urbain et essayons d'y trouver ce qui finalement fait qu'on est humain, qu'on se sent bien, et ça fait partie, et l'expérience fait partie de cette dimension-là. Mais pour moi, ce que tu dis, ça touche en fait finalement deux approches, parce qu'il y a l'approche du concepteur, ou en tout cas dans nos métiers, du coup d'appréhender les espaces dans lesquels on travaille par le biais de la sensation, la sensation du ressenti au sens large. Et il y a le fait de réussir à produire, en tout cas aménager, des villes qui permettent aux usagers de retrouver cette sensualité, encore une fois assez large. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça peut être pas forcément, tu peux ne pas réussir les deux, c'est-à-dire que toi, en tant que professionnel, avoir cette approche. Moi, je sais que, en tout cas, dans la manière dont on est formé en tant qu'urbaniste, on nous amène beaucoup à. En tout cas, moi, quand j'ai fait mes études, c'est comme ça qu'on nous a appris à appréhender les espaces. Quand, on est en phase diagnostique, quand on arpente, d'écouter, sentir, regarder les gens, regarder comment ils se déplacent, qu'est-ce qu'on ressent aussi, est-ce qu'on se sent bien, oppressé. Et en revanche, c'est aussi beaucoup plus dur, une fois qu'on est en phase de production, de traduire ça
ou en tout cas, aussi parce qu'on est tous des êtres très divers et diverses. Et du coup, c'est cette sensibilité, par exemple à la lumière, au son. On voit que c'est à la fois un apprentissage, c'est ce que tu disais dans peut-être l'érudition. Il y a des choses qui sont assez innées aussi. Mais voilà, je trouve que c'est assez complexe quand on veut réaliser un projet. Et ce que tu dis sur le pavillon de Shanghai, c'est intéressant parce qu'on voit que ça demande du coup des réponses qui ne sont pas toujours les mêmes en fonction des lieux. Moi, je n'ai pas été formée comme toi. Moi, j'ai été formée en école d'architecture. L'architecture, à l'époque, moi j'étais à l'école, dans les années 2000, le subjectif, c'était un gros mot. C'était les modernes. On parlait encore beaucoup des modernes. Il y avait évidemment conscience qu'on était au bout d'un projet de ville, déjà. D'ailleurs, je pense que toute ma génération d'architectes, on a des propositions très différentes pour aborder la question, et on a des très intéressantes. Je pense à beaucoup de mes confrères et de mes consoeurs. Donc il y avait ce truc-là, mais on n'était pas du tout formés comme ça. Et je pense sincèrement que j'aurais pas été à Shanghai, à l'époque j'avais 28 ans, la première fois que j'y ai mis les pieds, donc vraiment j'étais au début de ma carrière, j'aurais jamais eu ce besoin, tu sais, un peu comme quand tu as un souffle d'air, j'aurais jamais eu besoin comme ça d'avoir un truc qui te porte pour continuer à faire ce qu'on fait, alors que c'était fou d'arriver là-bas. Tu te dis, mais je suis un pimps, pardon pour l'expression, mais je veux dire, c'est gigantesque, comment je peux avoir la prétention d'accompagner. C'était assez vertigineux, alors que c'était peut-être l'âge, peut-être, je ne sais pas ce que c'était, mais en tout cas, moi, ça m'a entretenu dans l'envie de continuer, ça m'a permis de m'engager aussi beaucoup. Et aujourd'hui, dans ta pratique d'architecte, avant de parler peut-être des recherches ou des expériences en tant que prof aux Arts Déco, tu recherches encore ce souffle-là t'as besoin de ce moteur-là pour... Ah ouais. Même dans la période simple que nous vivons aujourd'hui, où les capacités de production sont ce qu'elles sont, qu'on connaît, compliquées. Oui, mais ça fait partie... En fait, je crois que un des sujets d'avenir, en tout cas en ce qui concerne la discipline, c'est vraiment la transdisciplinarité. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à produire des espaces de confiance et de rétablir une confiance avec les habitants si à un moment donné on reste dans un système de silo où on ne se parle pas. Alors il y a beaucoup de choses qui ont évolué là-dessus, mais la transdisciplinarité c'est pas qu'une affiche d'un groupement, etc. La transdisciplinarité c'est d'être capable de parler de la même chose avec à plusieurs voix, avec plusieurs regards. Moi, c'est ce que j'aime, par exemple, aux Arts Déco, c'est cette idée de parler du design. Le design, en français, ça renvoie à quelque chose, mais le mot anglo-saxon de design, ça va pour les architectes, ça va pour le design, urban design, ça va pour cette idée qu'à un moment donné, le fait de concevoir, d'imaginer, de dessiner quelque chose, t'engage dans la suite de produire des espaces, de produire une qualité de vie, un cadre d'une qualité de vie. Il y avait ça c'est très fort en fait. Et donc, pour en revenir à ta question, donc que j'ai un peu, je crois que j'ai un peu oublié. Pas oublié donc vas-y, aide-moi. Aide-moi, non, parce que j'ai eu cet éclair sur le design et après je me suis perdue, pardon. Mais non, mais ça m'amène à une autre question que je vais te poser après. Vous avez créé aux Arts Déco l'école de design des mondes. Il y a plein de mondes. Toi, tu as notamment poussé celui des mondes urbains. Et ça m'intéresse de savoir pourquoi, d'où ça vient, cette histoire de design des mondes urbains. Qu'on a accueilli. On a fait une autre émission comme celle-là avec les concepteurs, designers, artistes, etc., qui étaient en résidence chez nous. Mais d'où vient cette idée ? C'est-à-dire qu'il y a eu un mouvement, l'école des arts décoratifs a porté cette idée du design de territoire, partant du principe que les territoires plutôt périurbains, voire non urbains, avaient besoin d'un apport de designers pour accompagner leur transformation, puisque de toute façon la transformation elle doit être partout et elle est urgente à beaucoup d'endroits.
Et donc, il y a eu cette idée qui a germé, en fait. Il y a eu ce programme qui est d'abord né à Nontron, qui s'appelait Design des mondes ruraux, qui a eu deux éditions avant que le nôtre prenne forme. Et moi, je portais à l'époque, à l'école, une voix, loin d'être la seule, une voix qui disait « Mais en fait, nos mondes urbains ont énormément besoin de ce type de pratique. Moi, en tant qu'architecte et qui pratique l'architecture, qui suis architecte maître d'œuvre, qui construit des bâtiments, qui a des clients, des rapports avec des promoteurs, avec des élus, avec des aménageurs, avec des investisseurs aussi. Je vois bien à quel point on manque d'ouverture d'esprit, à quel point les systèmes sont silotés, voilà, et je voyais qu'on perdait un peu le pouvoir. Alors, quand je dis on perd le pouvoir en tant qu'architecte, je ne parle pas du pouvoir qu'ont eu les architectes, assez néfaste de mon point de vue, et là j'assume complètement mes propos, qui est de dire c'est le fait du maître, c'est l'auteur, et puis c'est comme ça, et puis c'est tout. Non, quand je parle de pouvoir, je dis le pouvoir de transformation, le pouvoir d'accompagner à une transformation. Ce pouvoir-là, on était vraiment en train de le perdre. Donc, il y avait ce truc-là, et je me disais, si on y a la ruralité, il faut absolument qu'on traite en parallèle et en même temps cette question de l'urbanité, parce que sinon on va creuser le fossé qui sépare la campagne de la ville, et on ne rendra pas service à cette population urbaine qui, encore une fois, est plus de la moitié de la population de la Terre, et qui, la Terre sans ville, ne survivra pas à sa démographie. De toute façon, c'est acté. Donc on a besoin, à tout prix, de trouver des solutions. Et l'idée de les trouver en parallèle des questions de ruralité, je trouvais ça super intéressant. Et qu'est-ce que tu retires, là, je sais pas, c'est la deuxième année qui va commencer, là, en tout cas des résidences sur les designs des mondes urbains. Qu'est-ce que tu retires des premières années, premiers mois d'expérience parce que c'est une modalité d'exercice de formation que j'avais jamais vu, en tout cas pas moi pratiquer. C'est la première fois qu'on accueille des résidents d'une certaine manière, mais qu'est-ce que toi tu en retires en tant que prof? Alors moi j'ai eu énormément de satisfaction et j'ai appris énormément de choses. Donc ça c'est quand même très agréable quand tu es enseignant d'apprendre. Et cette année j'ai beaucoup appris des 4 résidents. Alors, j'ai envie de vous reposer la question, hein, parce que c'est quand même à vous de répondre à cette question. En tout cas voilà, moi j'ai appris énormément de choses. Ça m'a déplacée en tant qu'enseignante parce que le rapport que je pouvais avoir des résidents n'a rien à voir avec le rapport que je peux avoir des élèves en formation initiale aux arts décoratifs, quoique. De temps en temps, il y avait des choses qui pouvaient se rapprocher. Mais, et puis j'ai été peut-être en contact comme rarement avec une multiplicité d'acteurs, vous en particulier, mais pas que, qui avaient à ce point la curiosité et l'envie d'avancer sans savoir où ils allaient. Parce que ça, c'est quand même pas si courant. D'avoir le courage de dire, on va aller quelque part, on ne sait pas où ça nous mène, on va peut-être se tromper, c'est peut-être une erreur, mais ça vaut le coup de tenter. En fait, si on réfléchit à notre condition professionnelle, ça n'arrive jamais. À quel moment on commence un truc, on se dit, bon, ça va peut-être rien donner, mais on le tente quand même. On n'a plus le temps, on n'a plus les moyens. C'est des situations extrêmement rares. C'est extrêmement rare. Précieux. Pourtant, on n'a plus trop le choix. Je veux dire, l'avenir qui est devant nous, il est tellement peu balisé. Enfin, je ne crois pas que tous les systèmes qu'on a connus vont se reproduire indéfiniment devant nous. Que ma conviction, c'est qu'on va être obligé, si on veut s'en sortir, de trouver nos propres chemins devant nous et donc de fait de ne pas savoir à un moment donné prendre à droite, à gauche pour aller où. Oui, mais c'est pas très souvent énoncé comme ça. Mais nous, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup et qui est par ailleurs même ancré dans notre mission. Hein. Enfin, déjà, ce que nous, on dit, mais qui n'est pas écrit, qui est le droit à l'erreur, c'est-à-dire la possibilité de se tromper dans les directions qu'on prend. Et le fait d'expérimenter, parce que comme dit François, on est dans un contexte très compliqué et qu'il y a plein de chemins qui peuvent être ouverts et qui ne sont pas forcément non plus, qui garantissent pas en tout cas à chaque fois de répondre à la problématique auquel on est confronté, au regard de la rapidité avec laquelle le changement s'opère. Donc ça, pour nous, c'est quelque chose qu'on a envie quand même d'assumer dans nos pratiques à la SPL en tout cas. C'est pour ça que je vous ai contacté dès le début du process. Et que quand on a monté le programme, et quand j'en ai parlé avec les acteurs de l'art décoratif, je connais le lieu et le contexte et les acteurs avec lesquels il faut qu'on travaille.
parce qu'ils vont être hyper réceptifs, parce que c'est effectivement ce que tu dis très justement. Cette question du droit à l'erreur, je me souviens que la première fois qu'on s'est rencontrés, ça a été prononcé comme ça. Et c'est quand même assez rare. Hein. C'est rarement énoncé de la sorte. Et ouais, après on était sur un objet quand même assez particulier, qui était d'ailleurs très transversal, comme tu disais tout à l'heure, pluridisciplinarité, plusieurs regards sur un même objet, puisque là c'était quand même sur question de copropriété en voie de dégradation à remembrer qu'on faisait sur le grand ensemble de Fontenay-sous-Bois il y a 4 ans ou 5 ans maintenant, enfin, ça commence à remonter, 4 ans. Bon, peu importe. Mais le temps passe, ça ne rajeunit pas, je sais. Mais il y avait effectivement cette envie pour nous de les creuser. Comment est-ce que les copropriétés pouvaient aller réagir à un certain nombre de problématiques nouvelles, hein, enfin nouvelles, en tout cas qui venaient s'aggraver sur les questions énergétiques en lien avec les évolutions des prix de l'énergie de ce moment-là, socialement qui commençaient à se dégrader, de jonction avec des dalles qui étaient pas forcément énormes, mais avec des complexités. Et donc, là aussi, en ouvrant ce chapitre-là, on ne pouvait pas se dire où est-ce qu'on va aller, parce que ça n'aurait eu pas grand intérêt. Dans quelle mesure, justement, est-ce que toutes ces expériences-là, d'architecte, maîtresse d'œuvre, traditionnelle d'un bâtiment, X ou Y, d'équipement, de bureau, de logement, de chercheurs, à travers Sensual City, de profs, est-ce que tout se nourrit? Est-ce qu'il y a quand même une de ces pratiques-là chez toi qui prend toujours le dessus? Comment est-ce que, avec ces au moins 3 facettes, mais qui sont déjà extrêmement larges, comment est-ce que ça se nourrit? Comment ça s'interfère les uns avec les autres? En fait, ça se nourrit et ça interfère parce que j'en ai très envie. C'est-à-dire que ce qui me plaît à l'endroit où je suis aujourd'hui, c'est justement de me dire, la frontière, en fait, elle m'appartient. C'est moi qui décide de la mettre en jeu ou pas. Je vais prendre un exemple. Il y a quelques années, on a construit un bâtiment pour une institution publique, mais c'était sur un processus plutôt privé, puisque l'idée, c'était que une grande institution publique déménage et s'installe dans un bâtiment déjà en projet, construit par un promoteur. Donc un premier déménagement, puis une extension pour accueillir toute l'équipe. Et l'extension, là, pour le coup, était à définir. Donc pas de processus classique de concours de maîtrise d'œuvre, enfin je passe les détails rapidement. Et on venait d'éditer au studio de recherche l'histoire des seuils. On a édité un livre, alors il est en anglais, mais je le traduis en français, il s'appelle L'histoire des seuils, vie, mort et renaissance des seuils en architecture. Parce qu'à l'époque, au studio de recherche, on arrivait à la conclusion que un des mâles qui nous touchait, c'était qu'il y avait une obsession de l'efficacité des espaces, de la fonctionnalité des espaces, et on avait identifié ça à la conséquence finalement de nos mondes modernes, de nos mondes techniques, et que une cuisine sert à faire la cuisine, une salle de bain sert à se laver, etc. Donc c'est tant de mètres carrés, c'est tout petit, on y met un fauteuil, on y met ceci, on y met cela, et tout ça devient des produits. Et finalement, il n'y a plus de liberté pour autre chose. Je prends un exemple classique, tu prends un bâtiment haussmannien, un appartement haussmannien, tu peux faire une cuisine dans une chambre dans une cuisine, enfin il y a une espèce de réversibilité totale de tout ça. Et à l'époque, donc on réfléchit à cette situation et on se dit finalement quel est l'espace de l'architecture qui a toujours existé mais qui n'a pas de fonction. Et on en arrive à la conclusion que le seuil, en fait, dans toute l'histoire de l'architecture, et quels que soient les contextes culturels, il y a toujours eu cette notion de seuil. Le seuil, c'est quoi? C'est l'espace qui te permet de passer d'un état à un autre, d'état profane à un état sacré, d'un espace public à un espace privé. Et c'est cet espace qui est nécessaire au corps et à l'esprit pour prendre conscience que il est là, à cet endroit-là, qui va aller à cet endroit-là, et d'associer le mouvement à la réflexion, et ce qui fait qu'on est humain, etc. Donc on avait fait tout ce travail. On a ce concours pour une institution et on nous demande en gros d'être extrêmement efficace en mètres carrés, etc. Et je me dis, mais c'est une institution, quoi qu'il en soit, il faut accueillir, il faut qu'il y ait une marque forte, architecturale, pour dire, voilà, c'est important, on va accueillir du public, c'est la République, enfin voilà, c'est quand même important. Et les seuils
nous permettent de convaincre un promoteur qui avait vraiment pas envie de faire des mètres carrés en trop, voilà, pour rien, de créer des arcades tout au long du bâtiment, donc perd autant de surface de commerciabilité que l'arcade fait de surface pour ce bâtiment. J'aurais pas eu le travail de réflexion, mais qui n'est pas un travail de réflexion d'érudit, hein, c'est pas une histoire des seuils dans le sens historique, académique, pour convaincre notre promoteur de lui dire mais il faut le faire comme ça, etc., on n'aurait pas pu le faire. Donc et en même temps, j'enseigne aux arts décoratifs, qu'est-ce qui se passe ? Le seuil est un des sujets dont les étudiants veulent se saisir, pour d'autres raisons que celles que moi j'avais énoncées dans le livre, et donc d'un coup, on discute avec eux de cette question des seuils, et le seuil, c'est le passage de ces gens qui passent devant nous depuis tout à l'heure que je te parle et qui parfois me déconcentrent. Enfin, c'est toutes ces questions, toutes ces petites situations-là. Et en urbain, c'est hyper précieux. C'est un concept extrêmement riche et fertile. Donc voilà, pour répondre à ta question de comment... en fait, tout se nourrit de tout. Mais ça, c'est une volonté. Il faut un peu taper du poing sur la table de temps en temps, même auprès de soi-même. Pas... voilà. Alors, ça fait déjà une demi-heure au moins qu'on discute. Non, mais on s'en rend pas compte et c'est toujours un peu frustrant de se dire mince, on va arriver au bout du temps qu'on s'était accordé pour cette discussion. Mais avant, est-ce que toi, tu as une question à nous poser? Est-ce que toi, Pauline, tu as une question également? Parce on va pas s'arrêter quand même si vite. Donc, Ah ouais, moi j'ai une question à vous poser. Maintenant que les résidents sont partis, enfin sauf un, que finalement il y a eu des erreurs qui ont été faites et d'autres initiatives qui ont été, j'espère, couronnées de succès. Qu'est-ce que ça vous dit de votre métier et comment vous pouvez accompagner ce mouvement et cette envie de ces jeunes praticiens qui veulent plus faire comme avant? Comment vous réagissez vis-à-vis de la responsabilité en tant qu'aménageur que vous avez pour accompagner ce mouvement? Moi, je dirais que ça a quand même... cette expérience, elle montre aussi qu'il faut être humble dans la manière d'appréhender notre métier, c'est-à-dire les résidentes et les résidents, ils ont proposé, en tout cas à l'issue de la résidence et tout au long de la résidence, des dispositifs à la fois de médiation avec les habitants, mais aussi de création, parce qu'il y a eu des objets qui ont été réalisés. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est le fait de se dire que nous, on a tendance quand même à raisonner les transformations urbaines de manière assez importante, avec des mouvements de transformation qui sont lourds, à la fois financièrement, à la fois en termes de matière, en termes de changement. Et je crois que quand même revenir à l'idée que parfois, on peut répondre à des problématiques avec une façon de répondre, ou en tout cas une réponse tout court, qui peut être assez simple et assez circoncise, et avec peu de moyens. C'est possible, et que ça nous renvoie aussi à cette espèce de posture qu'on a et qui est héritée de nos expériences professionnelles et aussi de la manière dont on apprend la manière de faire la ville, en tout cas de l'aménager, il faut peut-être revenir à des pratiques un peu plus soft, je dirais. Et du coup, j'ai oublié ta deuxième question. Vous avez de la responsabilité. La responsabilité, je crois que... moi, en tout cas, je me sens responsable de la suite à donner à cette expérience et cette résidence. Je trouve que c'est important, et notamment parce qu'effectivement, il y a un résident qui a une accroche avec le quartier, qui a encore envie et besoin de faire des choses. Et moi, je me sens en responsabilité vis-à-vis de ça, c'est-à-dire le fait de réfléchir à la manière dont tout ça se poursuit, c'est-à-dire l'après. Et puis, notre responsabilité, c'est aussi d'accueillir d'autres manières de faire, et de rester ouvert
comme on essaye de le faire, parce que c'est un peu ce que tu disais avec le fait il y a une espèce de discipline de ne pas siloter la manière dont tu conçois ta vie professionnelle, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire être en capacité d'accueillir d'autres manières de faire, d'autres points de vue. Et ça, on voit bien que ça nous enrichit. Donc voilà. Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Parmi les trois, alors c'est à la fois des enseignements et puis des leçons de responsabilité pour nous pour la suite. Il y a vraiment ces trois piliers-là. Donc le premier, c'est trouver d'autres manières de faire. À la fois peut-être dans des actions plus soft, mais aussi parfois sur juste d'autres modes d'interpellation des gens du territoire, etc., qui sont passés dans ce qu'ont fait les étudiants par du roman graphique, par de la construction sur site, par de la photo, par des enquêtes, des cartes dessinées, etc. Et tout cette grande diversité de modes de faire. Et pour nous, en fait, c'est une belle leçon, en fait, en nous disant, il faut qu'on ne peut pas juste passer par nos process bien fabriqués de production, de concertation, de discussion, qui sont finalement qu'un seul champ d'intervention, et alors qu'il y a plein de choses qui peuvent se faire et qui ont une vraie pertinence. Les deux autres points que je soulignerais, le premier, et je pense que ça rejaillit sur notre travail pour les années à venir en responsabilité, c'est une inscription dans le territoire et dans le terrain et dans le quartier et dans les bâtiments parfois, très différentes de celles qu'on a en posture d'aménageur habituel, maître d'ouvrage public, au-dessus de la mêlée, avec un regard un peu descendant, pas forcément méprisant, mais dans lequel on est à distance du problème qu'on va traiter. Là, les résidents, ils étaient dedans, et ils avaient à cœur d'être dedans, et ça a créé des liens avec les habitants, avec les assos, avec les services de la ville, etc. Extrêmement féconds, extrêmement riches, pas toujours simples, mais qui ne peuvent que nous dire, mais à nous de mettre autant qu'eux les pieds dans le terrain, aussi souvent, aussi longtemps, si on veut être pertinent dans ce qu'on va y faire. Et le troisième point, c'est là aussi, parce que ça nous a donné des discussions assez intéressantes avec les résidents, où très vite, c'est leurs convictions qui ont parlé. Leurs convictions, leurs valeurs, parfois avec un aspect revendicatif. En tout cas, nous, on veut ça parce que c'est ça qu'il faut défendre. Donc, c'était leur trip qui parlait, avec beaucoup de réflexion, mais ils voulaient défendre des choses. Et cela aussi, il ne faut pas qu'on l'oublie, nous, aménageurs, de se dire on intervient pour refaire parfois un quartier tout petit, parfois un très grand quartier, parfois en zone très dense, parfois en périurbain, etc. Peu importe le sujet, mais avec des convictions à défendre. Si on y va pour faire juste réciter une copie aseptisée, pas intéressant et en fait, surtout pas pertinent. Donc, les voir revenir en discutant, mais nous, on veut faire ça parce que ça, il faut défendre le locataire sur son chauffage, etc. On dit, il y a un bailleur. Oui, mais c'est pas une... Non, mais voilà, ça nous obligeait de revenir avec des convictions sur le sujet. Et ça, c'était je trouvais assez vertueux. Oui, c'est marrant. C'est un collègue qui était enseigné avec moi pendant longtemps en école, qui disait finalement, ce qu'on fait, c'est du design de relations. Et en fait, c'est ce qui manque parfois beaucoup, où que tu sois dans le spectre de la ville, c'est parfois la relation en fait qui s'est cassée ou qui n'est pas là. Et la relation, en fait, déjà, c'est une première pierre à l'édifice. Enfin, c'est quelque chose d'impalpable, qui est très difficilement mesurable. Si elle est là, déjà, tu avances plus rapidement. Alors, si elle n'est pas là, c'est plus compliqué. Et en fait, tout d'un coup, associer design et relation, ça paraît pas évident, mais en fait, je pense que c'est ça qu'ils ont beaucoup fait, en fait. Ils ont fait ça pendant presque 6 mois sur les 8 mois. Et ils étaient satisfaits. Ils étaient, de ce que j'en ai compris, ils n'étaient pas frustrés de ne pas avoir produit des objets, de ne pas. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, on est aussi à ce moment-là de l'histoire, c'est-à-dire qu'en fait, on est à un moment où on dit en fait, on est de moins en moins capable de produire, on a de moins en moins de ressources, il faut réutiliser, etc. Mais ça doit aussi aller avec un mental, tout ça. Ça doit aller avec l'idée que, avec designer, on ne va plus dessiner. On va moins produire. C'est quand même tout un champ de possibles, mais qui est très...
et qui pour nous, là aussi c'était un enseignement. Pendant 8 mois, ils ont beaucoup arpenté, discuté, ils étaient là présents tous les jours dans des contextes très différents. Et arrivé un moment où on était là, mais nous, habitude de produire, du jour 1, t'as un petit moment mais après tu produis, même ton direct, c'est de la prod. Et eux, pendant 6 mois, ils réfléchissaient à leur approche. Bon, après, ils ont fait leur prod de fait dans un temps serré. Mais bon, ça leur a permis de passer quelques nuits blanches, c'est toujours sympa. Mais c'était instructif de voir ce temps nécessaire d'appréhension d'un terrain. En tout cas, moi, ouais, ça nous a interpellés. J'aime bien ça, design des relations. Parce que je trouve que, tu vois, ce que tu dis, c'est aussi très fort aussi dans la période, et dans notre contexte historique. On est de moins en moins en relation les uns avec les autres, déjà. Et ce qu'on disait sur la sensualité, sur la ville, le design des relations, ça peut aussi se traduire à travers les choses, les ambiances. Ça me plaît. On va s'arrêter sur cette... sur le design de relations. Le design de relations te plaît. Eh ben, c'est parfait. Pauline, c'était un super moment passé avec vous. C'est trop court, comme toujours, mais c'est le temps qu'on s'était imparti. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un nouvel épisode.